Quand arbitrer un bien immobilier? Voilà un sujet brûlant pour beaucoup. C'est en effet l'une des questions que me posent le plus les investisseurs quand ils avancent dans leur parcours. Et d'ailleurs, même si vous en êtes au tout début de votre parcours d'investisseur immobilier, il peut être intéressant de savoir dès aujourd'hui comment il faudra réagir lorsque cette question arrivera sur la table. Donc en regardant cette vidéo, vous devriez aussi acquérir certains types de façons de raisonner des investisseurs plus avancés. Donc quand commencer à arbitrer des biens locatifs, c'est-à-dire en vendre certains pour en acheter d'autres à la place? Eh bien pour moi, il y a vraiment trois notions, trois angles sous lesquels il faut analyser cette question de l'arbitrage des biens immobiliers locatifs. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, quels sont ces trois angles sous lesquels analyser la question de l'arbitrage du patrimoine immobilier locatif? Le premier angle, ça va être celui du rendement locatif sur le cash piégé dans un bien. Prenons un exemple simple. Vous avez un bien qui a une valeur de marché de 200 000 euros, un loyer de 900 euros par mois et vous n'avez plus du tout de crédit sur ce bien. Eh bien, le rendement locatif brut sur le cash piégé dans ce bien, ça ne va pas être directement 900 fois 12 sur 200 000 la valeur du bien, parce qu'il faut tenir compte de l'impôt sur la plus-value à la revente. Vous avez potentiellement acheté ce bien moins que les 200 000 euros de sa valeur actuelle. Imaginons donc que vous ayez à payer en impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux 20 000 euros d'impôt sur la plus-value. Donc ça veut dire que ce que vous allez récupérer si vous vendez le bien en net, ce sont les 200 000 de valorisation du bien moins les 20 000 euros d'impôt sur la plus-value. Donc le rendement locatif brut sur le cash piégé dans le bien, c'est les 900 fois 12 de loyer au numérateur, divisé par au dénominateur 180 000, soit les 200 000 euros de valorisation, moins les 20 000 euros d'impôt sur la plus-value. Ce qui fait 6% de rendement locatif brut. Donc une fois que vous en êtes arrivé là, la question à se poser, c'est est-ce que je peux faire mieux sur un autre bien? Prenons un cas tout simple, vous avez 60 ans, vous n'avez plus accès au crédit. Eh bien, il va falloir regarder le rendement des autres biens que vous pouvez acquérir. Est-ce qu'il est supérieur à 6% brut ou inférieur à 6% brut? Prenons le cas inverse, vous avez accès au crédit de façon illimitée. Eh bien, à ce moment-là, il sera notamment plus pertinent et plus rentable de répartir ces 180 000 euros en, par exemple, 3 ou 4 apports sur 3 ou 4 nouveaux biens et de relever de la dette, puisque en faisant ça, votre rendement locatif brut sur l'apport que vous allez mettre dans ces nouveaux biens va être normalement supérieur aux 6% qu'on a calculé grâce au levier. Donc cette notion de rendement locatif sur le cash piégé dans un bien, elle est importante. Alors là, on a pris en plus un exemple simple au départ où il n'y avait plus de crédit. Mais sur vos biens, vous avez potentiellement encore du capital restant dû. Vous avez par exemple pris un crédit sur 20 ans, il vous reste encore 10 ans de crédit. Donc là, la formule du rendement locatif sur le cash piégé dans le bien, elle est un peu différente, puisque ça va être, si on va jusqu'au bout du raisonnement, le loyer annuel, la valeur de marché du bien, moins l'impôt sur l'éventuelle plus-value à la revente, comme on l'a vu dans le premier exemple, moins le capital restant dû, puisque si vous vendez le bien, il va falloir rembourser le crédit. Donc voilà, ce premier angle d'analyse, cette première notion de rendement locatif brut sur le cash piégé dans un bien, elle est intéressante puisqu'elle va vous permettre de voir d'une part si un bien est intéressant à arbitrer et d'autre part aussi de hiérarchiser et prioriser quel bien vous devriez arbitrer dans votre patrimoine. Passons maintenant au second angle d'analyse de ces opportunités d'arbitrage de biens immobiliers locatifs. Ce second angle d'analyse, c'est ce qu'on va appeler le coût d'opportunité. Prenons un exemple, vous avez un bien qui vaut 100 000 euros en valeur de marché, on va dire net, hein, y compris impôt sur l'éventuelle plus-value, et il vous reste encore 50 000 euros de crédit dans ce bien, donc vous avez 50 000 euros de cash piégé dans ce bien. Alors qu'est-ce que c'est le coût d'opportunité? Si vous vendez ce bien, vous pouvez potentiellement vous priver d'une éventuelle plus-value à la revente qui continue à s'améliorer, si par exemple c'est un bien qui est dans un quartier en cours de gentrification. À l'inverse aussi, vous avez les travaux anticipés. Si vous avez ce bien depuis une dizaine d'années, eh ben, il va sûrement y avoir un peu une série de travaux, de peinture, peut-être de réfection des sols qui arrivent. Donc ça, il faut l'analyser. C'est ça que vous avez en moins, soit du côté négatif sur les travaux, soit du côté positif sur l'éventuelle poursuite de valorisation du bien.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à analyser en coût d'opportunité? Eh bien, il y a également le crédit que vous avez sur ce bien. Vous pouvez par exemple avoir un crédit souscrit en 2019 ou en 2020 à 1% de taux d'intérêt sur ce bien, sauf à ce que la banque soit OK pour le transférer sur l'achat d'un autre bien. Bah, si vous repartez sur une autre crédit, vous allez peut-être repartir avec un taux autour de 4%. Alors comment on évalue ce coût d'opportunité? Eh bien là, finalement, on repart avec nos bonnes vieilles simulations de TRI, de taux de rendement interne, qu'on fait avec les logiciels de simulation de rentabilité immobilière. Je vous mettrai dans la description de ma vidéo les liens vers les deux préférés puisqu'il y a des remises pour mes lecteurs. Et donc, vous allez finalement comparer les TRI sur le capital injecté. Vous faites d'abord un bien à acheter un nouveau bien, comme vous avez fait quand vous faisiez vos simulations sur l'achat du bien. Et puis, sur ce bien à arbitrer éventuellement, eh bien, vous faites comme si vous aviez comme apport le cash piégé dans ce bien, et comme si vous aviez un emprunt de votre capital restant dû sur la durée restante, par exemple de 50 000 euros sur 10 ans dans l'exemple que l'on donnait. Et vous allez comparer entre ces deux biens le TRI des capitaux engagés. Et l'avantage des simulateurs, c'est que vous allez pouvoir mettre des hypothèses. Par exemple, on parlait d'éventuels travaux à venir dans le bien actuel, d'éventuelles poursuites de la valorisation du bien s'il était dans un quartier qui prenait de la valeur. C'est des choses que vous allez pouvoir mesurer et mettre dans les hypothèses de votre simulateur. Alors ça reste un simulateur, ce n'est pas la certitude que ça va se passer comme ça dans la réalité, mais c'est un outil qui va vous aider à prendre la décision d'arbitrage ou non pour ce bien-là. Finalement, quand on analyse sous l'angle de cette seconde notion du coût d'opportunité, on en revient aux trois façons de s'enrichir dans l'immobilier. D'abord la dette, soit par le remboursement du capital qui est systématique tous les mois, qui est quand même un gros facteur d'enrichissement que souvent les investisseurs oublient, en tout cas les investisseurs débutants. Et potentiellement, il y a un deuxième facteur d'enrichissement sur la dette, c'est quand la dette a été élevée à un taux inférieur à l'inflation, eh bien, la valeur réelle de la dette diminue, ce qui fait que ça vous enrichit. Le deuxième facteur d'enrichissement, c'est le cash flow. Alors que l'on a ou que l'on n'a pas au départ quand il y a du crédit sur le bien, mais une fois que le crédit est complètement éteint, en principe, sauf vraiment avoir fait des grosses bêtises, on a forcément du cash flow. Et le troisième, qui est la plus-value potentielle, que moi j'aime bien voir souvent comme la cerise sur le gâteau, parce que même si on peut l'anticiper, elle est moins certaine au départ, puisqu'elle implique forcément de faire des prévisions, et par définition, sur une prévision, c'est quelque chose sur lequel on peut se tromper. Donc voilà pour ce deuxième angle d'analyse des arbitrages de biens immobiliers. Et enfin, la troisième notion, le troisième angle d'arbitrage, ça va être quelque chose de plus personnel, ça va être d'analyser ses buts personnels. Ça, c'est propre à chacun. Pourquoi vous faites de l'immobilier locatif? Finalement, il y a deux grandes solutions. Est-ce que c'est, premièrement, accumuler le maximum de patrimoine, sans forcément s'arrêter à un moment donné? Si c'est ça, finalement, vous allez avoir accès au crédit entre 25 et 55 ans à peu près, grosso modo. Donc le but, ça va être de lever un maximum de dettes pour acquérir le maximum de patrimoine immobilier locatif. Et donc le schéma, on va dire un peu classique, si vous êtes dans ce raisonnement-là, ça va être quand vous commencez à avoir un montant de cash piégé dans un bien trop important, vous le sortez pour le rediviser en peut-être 3-4 mises et vous relevez de la dette sur 3-4 biens. Et comme ça, vous multipliez les biens immobiliers. Alors, je fais une petite parenthèse. Oui, vous allez me dire, mais avec les critères actuels du HCSF, ce n'est pas reproductible comme ça l'était avant, ce schéma-là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé l'investissement immobilier en 2010, il y avait quelques personnes, pas beaucoup, qui expliquaient comment elles étaient devenues indépendantes financièrement avec l'immobilier dans les années 2000. Et souvent, ce que les gens disaient, oui, mais leur schéma n'est pas reproductible parce que depuis, les prix ont monté. Bien, aujourd'hui, j'entends exactement la même chose. Ton schéma, il n'est pas reproductible parce qu'aujourd'hui, il y a le HCSF, il y a les taux plus hauts, etc. Alors, je pense que ça reste reproductible. Il faut juste savoir s'adapter, comme nous, notre génération, on s'est adapté à des prix plus élevés, même si on avait des taux plus bas. Il y a, pour cumuler l'endettement, plusieurs solutions. Alors déjà, il y a sur les pures normes HCSF, selon les périodes, pour moi, des moments où les banques utiliseront plus ou moins leur quota de dérogation. Mais sinon, si on sort de ça, pour accumuler de l'endettement, une fois qu'on est au taux d'endettement HCSF en patrimoine personnel, il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord la piste de la structure juridique, passée par une SCLIS ou une SARL de famille. Il y a la piste de changer le type de bien visé. Si vous visez des murs commerciaux, alors pas forcément de commerce, mais ça peut être des cabinets de profession libérale, des cabinets de kiné, de dentistes, des choses comme ça.
vous allez passer par des crédits pro qui ne rentrent pas dans les critères crédit immobilier du HCSF. Donc, si vous êtes solvable et que vous avez un patrimoine conséquent, même si vous êtes au-delà des fameux 35%, ça passera en principe. Vous pouvez commencer à monter une structure en marchand de biens pour faire quelques opérations d'achat de revente. Enfin, il y a plein de façons de s'adapter. Ça, c'était pour la parenthèse. Donc ça, c'est le cas où votre but personnel, c'est d'accumuler le maximum de patrimoine immobilier. Mais il y a un second cas, c'est de vous faire un certain patrimoine et une fois que vous le considérez suffisant, eh bien, de lever le pied. Souvent, ce genre d'investisseur, il commence un peu par du rendement assez élevé parce qu'au début, quand on est jeune et qu'on commence, forcément, on n'a pas d'argent, on cherche le rendement plus élevé. Après, sur leurs investissements, quand ils évoluent, ils font un peu plus de patrimonial et de qualité. Et finalement, leurs arbitrages, eh bien, c'est souvent sur les premiers biens qui étaient un peu moins qualitatifs et plus rentables pour redonner de la qualité à leur patrimoine et, on va dire, l'aligner sur les derniers biens qu'ils ont achetés. Et puis, comme ça, on va dire, quand ils arrêtent, potentiellement en schéma d'indépendance financière, oui, cela coule un peu plus douce, eh bien, ils ont un patrimoine qualitatif, un peu plus patrimonial, avec lequel ils sont tranquilles pour les 20 ans qui viennent. Même si, bien sûr, pendant les 20 ans, ils éviteront pas quelques travaux. Et finalement, cet angle d'analyse des buts personnels, il est important et moi, il fait écho un peu avec ce que j'observe chez des gens qui ont commencé l'investissement immobilier aux alentours de 25 ans et qui ont vraiment réussi à accumuler un patrimoine important, des gens que j'arrive à côtoyer maintenant, voilà, avec qui on se rencontre, on sait quand on a passé un certain patrimoine immobilier, qu'on est souvent un peu en mode d'indépendance financière, on échange beaucoup. Et finalement, il y a 3 types de cas, moi, dans ce que j'observe. Enfin, il y a même 2 types de cas, et dans un à 2 sous-types opposés. En fait, le premier cas, c'est un peu comme moi. À 40 ans, on considère qu'on a acquis un patrimoine suffisant pour avoir une indépendance financière et on cherche à lever le pied. Souvent, c'est un peu comme moi quand on a fait du Pareto sur l'investissement immobilier, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris, à dire comme à la papa, le premier bien qu'on trouve sur le marché, mais on n'a pas fait les opérations les plus lourdes avec un taux de sérénité, moi que j'appelle au minimum, qui vous permet de gratter les très gros rendements, mais au prix de quelques cheveux blancs. Même si moi j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas l'immobilier. Donc souvent ces investisseurs-là, un peu comme moi, ils conservent finalement leur patrimoine immobilier, mais ils ne cherchent pas forcément à le démultiplier au bout d'un certain moment, ils considèrent que ça suffit. Ensuite, on a le deuxième cas qui sont les investisseurs qui ont été un peu plus bourrins, qui ont fait des grosses opérations, gros travaux, grosses plus-values, acheter des immeubles insalubres, les transformer avec des travaux. Et là, on a 2 cas. On a le premier cas, qui sont ceux qui sont enrichis avec l'immobilier locatif, mais dont la première idée, c'est qu'ils ne veulent plus en entendre parler, ils veulent tout bazarder, ils n'ont qu'une envie, c'est de tout bazarder. En fait, ils se sont un peu usés avec leur investissement immobilier. Et comme je disais, l'investissement immobilier, même si c'est un investissement passif qui est dans le bon cadran des cash flows de Kiyosaki, ça reste le moins passif des investissements passifs. Et quand on a fait des biens un peu comme ça avec des gros rendements, ça use un peu et donc ils ont une seule envie, c'est de tout bazarder pour arrêter l'IMO et devenir entre guillemets 100% passif, quitte à déséquilibrer un peu leur patrimoine qui pour le coup peut devenir un peu 100% orienté bourse ou 100% financier sans l'amortisseur de la part immobilier. Moi j'aime bien les patrimoines qui ont un peu, en gros un tiers IMO, un tiers action, un tiers obligation et divers. Donc voilà, on a ce cas-là. Et on a le deuxième cas, ces investisseurs un peu plus bourrins qui ont fait des grosses opérations, ceux qui ne savent pas s'arrêter en gros. Eux, ils sont un peu dans l'esprit entrepreneur à la Bernard Tapie. Bernard Tapie disait que dans l'entrepreneuriat, c'était une sorte de jeu de société pour lui, dont la façon de compter les points, eh bien, c'était l'argent, c'était le capital accumulé. Eh bien, eux, ils sont un peu dans cet esprit-là. Leur but, c'est d'acquérir le maximum de patrimoine immobilier, le maximum de capital. Donc, ils continuent et c'est un jeu pour eux, entre guillemets. Donc, ils sont un peu dans ce schéma-là. Voilà, alors je vous raconte ça un peu, ces 3 façons dont je vois dans les gens qui ont déjà réussi à accumuler un patrimoine immobilier conséquent. On a vraiment un peu 3 sortes de profils. Et c'est pour ça que ce 3e angle d'analyse sur l'opportunité ou non d'arbitrer un bien sur vos buts personnels, même s'il paraît un peu comme ça, sondage Biba quand on en parle a priori, eh bien, il est extrêmement important. Les buts personnels, ça rentre beaucoup dans est-ce que vous devez ou non arbitrer un bien immobilier. Donc voilà un peu cette question de quand arbitrer un bien immobilier, quand commencer à arbitrer un bien immobilier, ou encore lequel de mes biens immobiliers je dois arbitrer en premier, c'est une question complexe. Mais si vous l'analysez sous ces 3 angles, je rappelle, le premier, c'est le rendement locatif brut sur le cash piégé dans un bien. Le second, c'est le coût d'opportunité.
Et le troisième, c'est vos buts personnels. Et bien normalement, ça devrait un peu éclaircir votre vision et mettre vos idées en ordre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres d'immobilier ou sur la bourse que je vous mettrai tous dans la description de la vidéo. Et je vous mets également quelques bonus dans la description de la vidéo pour vous aider dans vos investissements. J'essaie de renouveler un peu ces bonus d'une vidéo à l'autre. Donc allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube associée.